Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Cholette, merci beaucoup d'être là. Et aujourd'hui encore, je vous le demande si vous pouviez partager le vidéo. Ça ferait bien mon affaire. Si vous êtes capable de vous abonner à la chaîne, ça ferait aussi bien mon affaire. Tiens, je m'avance. Et dans le fond, n'importe quelle interaction, ça fait notre affaire. Puis merci de le faire. Si vous inscrivez l'indice du jour, à la fin du podcast, je vais vous le donner. Inscrivez ça dans la section commentaires. Vous pourriez gagner 100 $. Ça aussi, ça fait notre bonheur. Vous avez des commentaires, des questions. C'est toujours apprécié. Je vous lis. Je lis tout le monde en passant. Et tiens, je tourne ça un peu. Et je vous lis et je vais interagir le cas échéant. Vous savez que cette semaine, notre partenaire d'affaires, c'est nous-mêmes parce que on a fait produire des produits, des items à l'effigie de notre chaîne, Les vraies affaires zéro bullshit. Et aujourd'hui, je vais vous parler du coussin. C'est un beau coussin. Un coussin, bon, c'est un peu salissant, blanc, là. Pas sûr que c'est la meilleure idée pour Bubble, mais c'est cute, puis ça meuble bien un coin de votre salon, de votre salle de jeu. Puis surtout, c'est en anglais, une conversation piece. Conversation piece, c'est un objet de conversation. Vous avez de la visite qui va arriver bientôt chez vous avec le déconfinement. Ils vont vous demander c'est quoi cette affaire-là. Puis vous allez être capable de parler de notre podcast. Je vous faisais référence au coussin, mais il y a des casquettes, il y a des gilets, il y a des hoodies, il y a des sacs à dos, il y a des bouteilles d'eau, il y a des supports ou des couvercles ou des protèges cellulaires, il y a toutes sortes d'affaires. Il y a même des masques, je vous ai montré le masque, masque COVID avec l'effigie sur la bouche. Donc, vous pouvez vous procurer cela sur le site web de Les vraies affaires zéro bullshit toutensemble.com, section boutique, puis vous avez accès à tous ces produits. Aujourd'hui, je veux revenir sur quelque chose que je vous ai jasé hier, parce que je trouvais que, il y a des nouveautés, là. Puis, deux, je trouvais que j'avais pas fait une bonne job hier. Je trouvais pas que j'avais fait une bonne job de vous expliquer ça. J'étais un petit peu sous le coup de l'émotion, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées hier dans l'actualité, puis la démission des ministres, c'est rare, tu vois pas ça souvent, puis surtout comment ça s'est fait avec M. Legault, qui, dans le fond, expliquait ça à son corps défendant. Puis il blâmait tout. Ça, c'est la caractéristique de la CAQ, là. C'est jamais de leur faute. Et il blâmait tout sous le soleil, sauf eux autres. Alors, je voulais revenir là-dessus tranquillement. Et je me suis forcé là, à établir ça clairement pour vous. Parce que des fois, moi, ça va vite dans ma tête. Puis je prends pour acquis qu'il y a des affaires que tout le monde sait ça. Puis c'est pas le cas. Puis c'est de ma faute, là. Je ne devrais pas présumer de ça. Fait que je vais recommencer tranquillement. Vous savez, à l'Assemblée nationale, les élus, tous, doivent suivre un code d'éthique. Le code d'éthique, c'est pour s'assurer qu'il n'y a pas de fling-flang, qu'il n'y a pas un chum, c'est un chum. Ça va de... tu peux pas avoir une business qui transige avec l'État, que tu peux pas accepter des cadeaux plus que tant de dollars, puis il faut que tu les déclares, puis envoie donc. C'est très large. Très, très, très large. Tous les élus, les 125 élus, doivent se conformer à ce code. Et si tu es nommé ministre, il y a des chapitres particuliers pour toi, plus tough. Parce que la différence entre être un député et être un ministre, c'est la différence entre le législatif et l'exécutif. Le législatif, ça vote des lois. L'exécutif, lui, ça donne des contrats. Je vous résume ça beaucoup, là. Mais le gouvernement, ça donne des contrats, ça fait des deals. Fait que le code d'éthique est plus sévère. Ça va jusque-là? Parfait. Personne au Québec est obligé de se présenter en politique. Moi, j'ai jamais vu ça. Moi, j'ai jamais vu la SQ rentrer chez quelqu'un en disant, toi, là, faut que tu te présentes. Gonne ça attendre. J'ai jamais vu ça. Fait que les Québécois, là, sont libres de se présenter ou non. En connaissant les contraintes. Entre autres,
Tu sais que l'Assemblée nationale, c'est à Québec. C'est pas à Longueuil que tu vas siéger à l'Assemblée nationale. Tu sais ça. Tu signes pour ça. Tu es capable de savoir c'est quoi l'horaire. Combien de temps tu étais à Québec. C'est facile aussi de savoir c'est quoi le salaire. Tu le sais d'avance. Tu sais tout ça. Tu sais que tu vas avoir des sacrifices dans ta vie à faire. Puis je vais revenir sur le type de sacrifice. Et tu sais aussi, avant de t'embarquer en politique, qu'il y a un code d'éthique. Le code d'éthique actuel était le même lors de l'élection de 2018. Et quand tu te présentes, tu prends un risque. Tu prends un risque de gagner ou de perdre. Puis si tu gagnes, tu prends le risque d'être dans l'opposition ou au gouvernement. Puis si tu es au gouvernement, tu prends le risque d'être député ou ministre. Tu as beaucoup de risques. Tu n'as pas de certitude. Mais il y en a une certitude, par exemple. C'est que si tu gagnes, tu es pogné avec tout ce qui vient avec. Pierre Fitzgibbon, qui était un homme d'affaires impliqué dans plein de patentes, faisait beaucoup d'argent, impliqué dans le monde des affaires, savait tout ça avant de dire « je vais mettre ma face sur un poteau ». François Legault savait tout ça quand il l'a recruté. François Legault vient du milieu des affaires. Il a dû passer à travers tous ces cerceaux, lui. Quand il était au PQ, comme ministre notamment, il sait ce que ça veut dire. Donc, quand M. Fitzgibbon s'est présenté, il connaissait, il devait connaître, ou en fait, nul doit être ignorant de la loi. C'est pas un prétexte. Tu peux pas dire, excusez, M. l'agent, je savais pas qu'il y avait une limite de vitesse. C'est pas une excuse. Il savait. Qu'est-ce qui est arrivé depuis? Bien, depuis, le gouvernement, lui, il a gagné. Le gouvernement a été formé par la CAQ et M. Legault l'a nommé ministre du Développement économique, de l'économie. C'est un gros poste. Puis c'est un gars qui a fait un travail correct, là. Bien correct. Très bon. Très, très bon. Mais les lois s'appliquent à lui aussi. Et à l'Assemblée nationale, la police qui prend le code d'éthique puis l'applique, la police qui applique le règlement, qui s'appelle le code d'éthique, on appelle ça une commissaire ou un commissaire. Cette personne est nommée par l'Assemblée nationale, par tous les députés. Puis on lui dit, toi, ta job, c'est de s'assurer que nous autres, les 125, on respecte le code. Puis si jamais il y a du monde qui ne respecte pas le code, on veut le savoir. Elle, la commissaire à l'éthique, n'a pas de pouvoir de sanctionner. Elle a un pouvoir, comme le vérificateur général, de faire des recommandations à l'Assemblée nationale. Et c'est l'Assemblée qui dispose de ces recommandations. Elle s'appelle Mme Mignolet, la commissaire à l'éthique. Depuis que la CAQ, c'est ma machine à café, depuis que la CAQ est au pouvoir et que M. Fitzgibbon est dans ses fonctions de ministre, elle s'est penchée sur son cas comme elle a regardé les autres. Puis les autres 124 députés ne semblent pas avoir de problème. Mais lui, il y a un problème. Elle a fait un premier rapport. Il l'a envoyé promener en disant, monsieur, vous contrevenez au code, là, vous ne pouvez pas faire telle affaire. Vous ne pouvez pas faire quoi? Vous ne pouvez pas détenir des actions dans une entreprise qui transige avec le gouvernement. L'article 45 et 46 du code. Il a dit, je m'en sac. Ça n'a pas de bon sens. Je suis une bébite, moi. Il a dit ça. Je suis une bébite, moi. Lui, il s'en sacrait de l'Assemblée nationale. Il y a eu un deuxième rapport.
Et là, elle disait, là, je recommande que l'Assemblée blâme le gars, là, le ministre, parce que là, il ne se conforme pas à mes affaires. On est bien des mois après. Là, le gouvernement a dit, oh, c'est une bonne idée, là, on va montrer qu'on est d'accord avec elle, là, puis on va lui donner une tape ses doigts. Ça n'a aucune conséquence, là. Le blâme, là, ils se sont levés, puis on blâme. L'Assemblée adresse un blâme au ministre. Écoute, le soir, il s'est en allé chez eux, il a ouvert sa bouteille de vin, un Bordeaux probablement, puis il a dit « So what? M'en sac, je ne me conformerai pas plus. » Il y a eu un troisième rapport. Parce qu'après le blâme, on a voulu savoir qu'est-ce qui arrivait. Et hier, il y a eu un quatrième rapport qui l'a dit « Là, ça va faire. Là, ça va faire. » Mme Mignolet recommandait à l'Assemblée nationale d'empêcher, de suspendre le droit de siéger au ministre. Ou, l'autre option, c'est qu'il régularise sa situation. Qu'est-ce que ça voulait dire? Elle a donné 2 pistes de solution. Monsieur le ministre, je vous le répète là, vous pouvez, si vous voulez garder le rôle de ministre, vous pouvez vendre vos actions dans 2 compagnies en particulier, puis l'affaire est réglée. Ça fait 2 ans et demi que vous n'êtes pas conforme. 2 ans et demi qui n'est pas conforme. Mais vous pouvez faire ça. Ou, je ne vous force pas, vous pourriez ne pas vendre. Parce que si vous étiez député, c'est moins sévère que ministre. Fait que si vous étiez député, vous pourriez les garder, mais vous devez les placer, ces actions-là, dans 2 entreprises en particulier, dans une fiducie sans droit de regard. Elle donne des choix. Vous devriez, ou bien, si vous gardez le statu quo, l'Assemblée devrait vous empêcher de siéger ou régulariser votre situation en vendant ou en plaçant en fiducie vos actions, dépendamment du statut que vous voulez. Le choix de M. Legault, hier, et de M. Fitzgibbon, a été de faire démissionner du Conseil des ministres M. Fitzgibbon, mais il reste député. Je vous disais hier qu'il est toujours en contravention, malgré cette décision, toujours en contravention du Code d'éthique. Il est en contravention parce qu'il est un député, puis il ne mettra pas non plus ses actions en fiducie, sans droit de regard. Il ne le fera pas. Il y a une règle pour les 124 autres, puis il va avoir dans sa tête une règle pour lui. C'est du jamais vu, là, à l'Assemblée nationale. M. Legault expliquait que ça, c'est le prix à payer pour attirer du monde économique en politique. Ce qui est à la fois vrai et faux. Vrai, il y a toutes sortes de contraintes qui empêchent du monde de faire de la politique. Oui. Des questions économiques, oui. Des questions familiales. Il y a combien de femmes qui ne vont pas en politique parce que c'est trop dur sur la famille? Est-ce que c'est moins important? Est-ce qu'on travestit des lois à cause de ça? Non. Et la conséquence de ça, c'est que M. Legault dit il ne sera plus au Conseil des ministres, mais j'ai hâte de le ramener. Puis pour le ramener, je vais attendre qu'il règle son problème. Et là, il dit, puis pour régler son problème, en étant élu, s'il place ses actions en fidéocommis, il ne pourra pas les vendre, parce qu'il n'a pas le droit de regard. Fait que je veux avoir le beurre et l'argent du beurre. Je veux montrer que j'ai fait quelque chose. Il n'est plus au Conseil des ministres, mais là, il va être député, mais il est en contravention de toutes les règles comme député. Puis il va essayer de les vendre, puis il ne respectera pas la loi qui dit d'aller en fidéocommis. Ça n'a pas de bon sens, là. M. Fitzgibbon, hier, aurait pu démissionner de son siège de député. Et là, il aurait pu gérer tous ses avoirs, puis se faire réélire puis revenir. Mais s'il décide de rester comme député, il doit respecter la loi. Mais M. Legault a trouvé une façon de contourner ça. Il a décidé de voter contre le rapport
de la commissaire à l'éthique. Vous vous souvenez, je vous ai dit que l'Assemblée avait voté un blâme. C'est parce que M. Legault a dit à sa gang, vous allez voter pour le blâme. Là, M. Legault a dit à sa gang, vous n'allez pas voter pour ça. Vous allez voter contre le rapport. Qu'est-ce que vous pensez que ça fait, ça? Et ça discrédite le bureau, l'institution qu'est le commissaire à l'éthique. Ça discrédite la commissaire actuelle. Ça dit, je m'en crisse de ton rapport. Je ne l'appliquerai pas. Les libéraux ont fait pareil en passant avec Pierre Paradis. Pierre Paradis, par exemple, il y avait une conséquence financière. Il fallait qu'il paye. Mais ils ont fait pareil. Ça discrédite l'esprit du code et la lettre du code d'éthique. Ça dit, c'est pas grave si on ne le respecte pas. Le gouvernement, avec sa majorité en Chambre, dit, c'est pas grave si j'ai un des miens qui ne respecte pas la loi. C'est ça que ça dit. Proverbe, dicton, locution, duralex, sedlex. La loi est dure, mais c'est la loi. On peut être en désaccord avec le code d'éthique, qui a été adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale. On peut trouver qu'il est passé date. Peut-être. Sauf qu'il a eu 2 ans et demi, le ministre, pour s'y conformer. Il a décidé de faire à sa tête, puis d'envoyer chier la commissaire à l'éthique. L'argument de M. Legault, c'est qu'il ne l'a pas fait parce qu'il n'a pas été capable de vendre, et ça c'est l'argument de M. Fitzgibbon, il n'a pas été capable de vendre les actions dans ces compagnies-là. 2 compagnies qui ne sont pas cotées à la bourse. Alors l'argument de fond de M. Legault, c'est ceci. C'est normal, correct, compréhensible de ne pas respecter la loi parce que pauvre petit pit, il n'a pas été capable de vendre ses actions. Si j'arrête la phrase-là, elle est inexacte. Aurait fallu dire, pauvre petit pit, il n'a pas été capable de vendre ses actions au prix qu'il voulait. Il aurait perdu de l'argent. Il aurait perdu 1 million. Premièrement, on est incapable de calculer comment il fait ça, le calcul du 1 million. C'est-tu 1 million de gains projetés? C'est-tu 1 million de capital qu'il perdrait? Ça, il n'en parle pas, parce qu'il n'y a pas de transparence là-dedans. Mais peu importe. L'argument de M. Legault, c'est de dire, pauvre petit pit, il perdrait de l'argent. Puis moi, je ne veux pas y faire perdre de l'argent. Fait que je suis prêt à ce qu'il soit contraire à la loi. Je suis prêt, comme gouvernement, comme chef de ce gouvernement-là, de dire à ma gang, votez contre un rapport de la commissaire à l'éthique parce que je veux protéger le $1 million de Pierre Fitzgibbon. C'est ça qu'il dit. Pas, il n'a pas été capable de vendre. Il n'a pas été capable de vendre au bon prix. Puis c'est pour ça que depuis 2 ans et demi, il est contraire à la loi. Ce qui me fâche, moi, c'est que M. Legault, qui est pourtant comptable tout comme moi, dans le cas présent, c'est pas compté. Des sacrifices pour aller en politique, tous les élus en font. Tu perds du temps avec ta famille, avec tes amis. Tu perds une certaine qualité de vie. Tu perds la possibilité de te placer facilement parce que tu es marqué à un fer rouge, parce que tu es d'une couleur ou d'une autre. Tu perds de la vie privée. Tous tes gestes sont publics. Et tu perds, très souvent, de l'argent. Il y a beaucoup de monde à l'Assemblée nationale qui gagnait des gros salaires puis qui n'en gagne pas des gros. Je pense que Philippe Couillard, comme neurochirurgien, gagnait plus que comme PM. Je
pense qu'Éric Girard, dans un gros poste dans une banque, son ministre des Finances, gagnait plus dans une banque que comme ministre des Finances. D'ailleurs, je vais vous parler de Lionel Carman, le ministre délégué à la santé. C'est un neurologue. D'accord? Il a fait le choix du service public. Donc, il a fait le choix de ne pas garder une carrière dans le milieu hospitalier comme neurologue. Là, il fait des soupers de bine, puis sa vie est étalée au grand jour, puis il faut que tu te checkes les fesses serrées, puis tu as un horaire vraiment, vraiment fou là, en politique. Puis tu sacrifies beaucoup de temps de famille, puis du temps libre, puis du temps de vacances. Puis oublie ça, là, prendre un mois de vacances par année. Là, ça se peut plus, là. Alors, comme médecin, tu pouvais t'arranger. Mais surtout, quand François Legault parle, hey, c'est épouvantable. Mon bon chum Fitzgibbon, il va perdre 1 million de dollars. Fait que je comprends pourquoi il faut être contraire à la loi. Parce que je veux pas qu'il perde 1 million de dollars. On va faire un calcul. M. Carman gagne 167 482 $ par année comme ministre. 167 000. Correct? La moyenne des neurologues en décembre 2020, la moyenne de salaire des neurologues au Québec était de 352 000 pièces. Le plus haut salarié de neurologue au Québec a gagné en 2020 715 000 pièces. Fait qu'on va faire un petit calcul. Mettons que M. Carman est chanceux, puis il fait 2 mandats comme ministre. Puis je vais comparer à 8 ans, donc 8 ans de salaire dans la moyenne de neurologue. Pas plus, dans la moyenne, à 352 000. Eh bien, Lionel Carman, pour servir la population du Québec, va laisser sur la table, sur 2 mandats, 1,5 million de dollars. Je calcule le différentiel entre combien il va gagner comme ministre par rapport à combien il aurait gagné comme neurologue, moyenne de salaire, pendant 8 ans, il y a un différentiel de 1,5 million de dollars qu'il laisse sur la table. Est-ce que François Legault dit que Lionel Carman ne devrait pas respecter le code? Non. Est-ce qu'il dit que ça n'a pas de bon sens, puis il faut changer ça pour lui? Il faut augmenter les salaires? Non. Mais pour Fitzgibbon, par exemple, perdre 1 million, tu peux être contraire à la loi pendant 2 ans et demi. Puis tu peux même, encore aujourd'hui, être contraire à la loi. Puis rester dans mon caucus, puis siéger comme député. Je vous rappelle, il y a un de ces députés qui a contrevenu à une règle sanitaire. Il est allé dans un party avec ses employés. Puis il s'est fait mettre dehors du caucus. Mais pour Fitzgibbon, il ne respecte pas une loi d'éthique, puis il reste au caucus. Alors, 1,5 million sur 8 ans qu'il va laisser sur la table. Est-ce qu'il est le seul? Non. Mais non. Mais non. Gaétan Barrette, pensez-vous qu'il ne gagnait pas plus comme radiologiste? Il a fait le choix, éclairé. Pierre Arcan, qui est chef des libéraux, pensez-vous que Pierre Arcan, dans le monde privé, là, il était à la tête d'une grosse patente, là. Il laisse de l'argent sur la table. Christian Dubé, le ministre de la Santé, était à la caisse de dépôt. Il a quitté son poste de député. Il est resté 2 semaines comme député, 2 mois, je ne me souviens pas. Puis il a quitté pour aller à la caisse, c'était plus payant. Pensez-vous qu'il ne laisse pas de l'argent sur la table? Ça, c'est pas grave. Pour François Legault. Je vous le parlais d'Éric Girard, puis lui-même, François Legault. Alors, puis il y en a plein d'autres que je ne connais pas la situation financière. Il y a plein d'autres mondes qui laissent de l'argent sur la table pour faire la chose publique. On entend des rumeurs que dans les prochains jours, tout sera réglé. Qu'il vendrait, alors que s'il fait ça, il est en contravention du code d'éthique parce qu'il va avoir les 2 mains dedans, alors qu'il devrait être en fiducie, sans droit de regard. Puis là, il réintégrait le Conseil des ministres. C'est drôle. Ça a pris un 4e rapport. Ça a pris le fait que la marmite saute pour qu'il réussisse à vendre. Mais dans les premiers 2 ans et demi, il n'a pas été capable de vendre. Pour le même gars qui a un si gros carnet d'adresses. Que pour le premier ministre, le ministre de l'Économie, ce qui est important, là, c'est qu'il y ait des chums.
Pour le premier ministre Legault, là, l'économie marche au Québec juste si mon ministre a des chums. Comme si n'importe qui est à la tête de ce ministère-là, puis qui a le titre de ministre du Développement économique, puis qui prend le téléphone, puis qui appelle le président de Bombardier, de Bell, de Vidéotron, de Cogeco, de name it. Tu penses-tu vraiment que le président de ces entreprises-là ne rappellera pas le ministre du Développement économique? Franchement. Fait que l'argument, c'est de dire « Hey, mon ministre, il y a des chums. » Ça ne tient pas la route. Non. François Legault voulait garder Fitzgibbon. Il a confiance en lui. C'est un de ses chums à lui. Puis il était prêt à piler sur ses valeurs à lui, puis sur le code d'éthique pour le garder. Puis là, ça lui pète d'en face. Surtout pour un gars qui a garoché des roches, comme lui, quand il disait « c'est tolérance zéro en éthique ». C'est tolérance zéro. Ça fait 2 ans et demi qu'il tolère. C'est pas tolérance zéro. C'est éthique élastique. C'est que ça dépasse pour qui? J'ai un député qui est allé prendre une bière avec ses employés, lui, Édouard. J'ai Fitzgibbon qui ne respecte pas la loi, lui est in. Réveillez-vous un petit peu, là. Ça, c'est une grosse affaire. Il y a la pandémie, il y a tout ce qui se passe autour de nous autres. Puis ça fait diversion, là, à quelque chose de fondamental sur nos institutions. On a un premier ministre qui protège un gars qui est contre la loi, qui va à l'encontre de la loi, le code d'éthique. Il le faisait quand il était ministre, puis il le fait encore comme député. Puis François Legault dit « c'est correct ». Il y a un code pour 124 députés, puis il y a un autre code pour lui. C'est ça que je veux que vous compreniez. Parce que tous les arguments tombent. Parce que si François Legault voulait changer le code d'éthique, je termine. Facile. Qui dépose un projet de loi. Que François Legault, qui a ramassé le monde de la commission Charbonneau dans son équipe, qui a déchiré je ne sais pas combien de chemises sur l'éthique libérale, les petits amis, que lui dépose un projet de loi pour affaiblir le code d'éthique des élus à l'Assemblée nationale. Ça serait bien le bout du bout. Pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'il ne veut pas qu'on voit qu'est-ce qu'il voudrait mettre dedans. C'est bien plus facile de dire « Ah, les oppositions ne voudront pas. » Ah ouais? Dépose quelque chose. Dépose quelque chose. Puis le Québec le débattra. À savoir si ça a du bon sens de permettre à Pierre Fitzgibbon de garder des participations dans des entreprises qui transigent avec son propre ministère. Puis pour la frime, M. Legault a dit « Ah ouais, mais ça va être Sonia qui va s'occuper de ça. » Mais c'est pas de même que la loi marche. Fait que, aujourd'hui, les petits amis, c'est ça, l'indice du jour. C'est une grosse affaire. Réveillez-vous, là. Merci. Je vous retrouve demain pour un autre podcast, Les vraies affaires, zéro bullshit. OK? Salut.